Salut à tous, c'est Bismart. On est reparti pour semaine évidemment raccourcie, 3 jours en ce qui me concerne. Vendredi évidemment Aurélie Planex ce sera là. Et puis ensuite le second tour de la présidentielle. Tiens, et on va pas démarrer avec la campagne électorale d'ailleurs. Voilà. On va démarrer avec des sujets d'entreprise, des sujets de gouvernance qui sont intéressants en ce moment. La campagne, on aura largement le temps d'en parler sans doute dans la deuxième partie de l'émission et puis de toute façon demain très largement. C'est parti, c'est Bismart. Donc, autour de la table, Juliette Daboville. Salut Juliette, fondatrice LED Conseil. Et donc, avec Juliette, on parle de questions de gouvernance. C'est assez rare. Et donc là, il y en a un certain nombre, donc ça tombe très très bien. Jean-Charles Simon a baigné dans la gouvernance pendant de très nombreuses années de sa vie. Peut-être même encore aujourd'hui. Non, maintenant, entrepreneur indépendant, on a moins ces soucis de gouvernance. Exactement. Ouais. En revanche, ton ancien patron chez Score, lui, pour le coup, a des vrais sujets, de gouvernance. Et puis, Aymeric Préaubert. Salut, Aymeric. Salut. Associé, fondateur Sycomore Asset Management. Et toi aussi, évidemment. Les questions de gouvernance, quand on est investisseur, elles sont fondamentales. Et surtout que, on l'a beaucoup dit, Sycomore, le G de gouvernance dans le ESG a toujours été très important pour vous. Alors, Aymeric, ça me surprend, mais tu veux parler du package de Tavares et du salaire de Tavares. Donc, juste les dernières infos, tout le monde est au courant des 13 millions, 66 millions, allez, mettons le chiffre à 66 millions si tu veux. Moi, je veux juste redonner le bénéfice quand même de Stellantis à la fin de cette année 2021, 13 milliards d'euros sur 152 milliards de chiffre d'affaires. Et puis donc les dernières déclarations, c'est Emmanuel Macron lui-même qui juge choquant et excessif la rémunération de Tavares, donc rejetée par les actionnaires en Assemblée Générale, et qui demande un plafond européen. Sinon, dit-il, la société, à un moment, elle risque d'exploser. Voilà. Ta position, mon cher Aymeric. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Allons-y tranquillement. Premier élément, d'où ça vient ce package ? Il s'agit de Carlos Tavares, et je vais tout de suite dire que, évidemment, son travail n'est pas à mettre en cause. Il a fait un travail absolument incroyable chez Peugeot. Ensuite, on l'a peut-être oublié, il y a eu la fusion avec Opel, qui s'est faite dans des conditions extraordinaires. Oui, extraordinaire. Opel était moribond. Moribond depuis des décennies. Et en moins de 2 ans, le redressement s'est opéré. Désormais, Stellantis réalise des résultats, là aussi, incroyables, étant donné que ce n'est pas, à part quelques marques, un constructeur premium. Et donc le travail n'est pas à mettre en cause, évidemment. Et on est, disons-le d'un mot, parce que tu es expert de ces questions, on est aujourd'hui sur des marges opérationnelles, sur un constructeur généraliste comme Stellantis, qui étaient les marges opérationnelles du luxe, qui étaient les marges opérationnelles de l'Allemagne. C'est ça. Plutôt le haut de fourchette. Et même plutôt le haut de fourchette. Voilà. Comme Mercedes, Audi, etc. Et donc là, c'est pas l'exécution de la fusion qui est en cause, mais pourquoi il y a eu ce package ? L'idée est de s'aligner sur les rémunérations des patrons des sociétés américaines, de GM et de Ford. Or, on sait tous qu'il y a des excès, et depuis des années, absolument injustifiables sur la rémunération des patrons américains, qui sont stratosphériques, déconnectés de la réalité, qui créent à long terme des tensions, et vont créer des tensions avec... et là, je m'entends parler, j'ai l'impression que je fais partie de la France insoumise. Pas du tout. Je dis qu'il faut raison garder. Et importer en Europe les mauvaises pratiques des États-Unis, c'est franchement pas une bonne idée. Ensuite, tu as rappelé les montants, 50, 60, 65 millions, ça dépend de plein de choses. Deuxième point qui, moi, me choque, c'est que cette consultation, ça a été rejeté par les actionnaires. Absolument. Pour moi, une très faible majorité, parce que c'était 52 qui ont rejeté contre 48. Mais pour ce type de résolution, c'est assez exceptionnel. En général, elles sont toujours acceptées, ce qui n'est pas normal. D'ailleurs, tu vois la tête de John Elkann, il est surpris et il marque le coup quand il voit le chiffre. Lettre à la poste, et là, ça a été... Mais c'est uniquement consultatif. Franchement, je trouve que c'est pas sérieux. C'est consultatif aux Pays-Bas, quoi. Là où est immatriculé. Et donc la rémunération va être mise en place. Ensuite, est-ce qu'il faut plafonner ? Je pense qu'on est dans un monde compétitif, il ne faut pas être étatiste, mais il y a, je pense, des règles, des bonnes pratiques. Et par exemple, ce que l'on défend, et on est loin d'être les seuls, c'est de limiter les rémunérations à 240 années de SMIC. Ça fait quand même des montants qui sont... T'as fait le calcul ? Oui, ça fait à peu près 5 millions d'euros. Je parle de rémunération. Bon. Alors après, ça donne... 5 millions d'euros, basta ?
Basta. Mais 5 millions d'euros, mais t'attires personne pour fusionner. On parle ici de rémunération. Mais le salaire de Ghosn, c'est 2 millions. Le salaire de Ghosn. Oui. Le salaire de Tavares, c'est 2 millions. Hein. Mais Tout le reste, c'est des primes parce que justement, la fusion a été excellemment c'est des primes, c'est exercée. le salaire. Pour moi, la différence est à situer entre la rémunération ou les primes, on peut l'appeler comme on veut, et l'actionnariat. L'actionnariat, il n'y a pas de limite. L'actionnariat, quand on est entrepreneur, on crée son entreprise. Là où je serais contre, c'est donner des actions gratuites. Ça, c'est du salaire déguisé. Mais je pense qu'il faut aligner les intérêts des actionnaires, des salariés, de toutes les parties prenantes, et que ce type de rémunération, enfin, en tout cas, c'est la position qu'on défend chez Sycomore depuis des années. Redonne-moi combien de SMIC, tu dis ? C'est un seuil qui est donné et que je trouve assez intéressant, qui est 240 années de SMIC. Donc le SMIC annuel. Et tu sais pourquoi 240, pourquoi pas 300, pourquoi pas 250, pourquoi pas ? Je ne sais pas pourquoi ça a été décidé, mais bon, proposé. 240. Voilà. Et ça ferait 5 millions d'euros et pas 60. Juliette, parce que après je sais déjà que Jean-Charles. Donc Juliette, t'es d'accord toi aussi avec Je suis complètement d'accord. Complètement d'accord. Complètement d'accord. Et je vais rajouter 2 points. Un, le contexte dans lequel cette rémunération est sortie. Tu es sur une société qui a eu recours au chômage partiel, qui a eu des aides de l'État, qui verse des dividendes quand même. Non, ce n'est pas des aides de l'État, c'est l'État qui ferme l'entreprise. C'est normal qu'il paye. Tu as une négociation salariale, c'est sorti dans la presse, où le DRH avait demandé aux salariés, il faut faire preuve de modération. Quand tu es numéro 1, premier responsable, c'est difficile de demander aux autres de faire preuve de modération et de porter un certain nombre de valeurs. Et c'est tout le sens justement de l'ESG, avec ce genre de choses qui sortent. Donc ça ne me choque absolument pas. Plafonnement de la rémunération des dirigeants, il faut regarder un petit peu. La position qui est de dire qu'il faut regarder au niveau européen, c'est plutôt logique en effet de dire ça, parce que le monde ne s'arrête pas aux frontières et les dirigeants non plus. Donc il y a une logique. Plafonnement de la rémunération des dirigeants, est-ce que vraiment on n'attire personne ? On a eu le plafonnement dans les entreprises publiques. Est-ce qu'on n'a aucun dirigeant qui veut devenir dirigeant d'EDF aujourd'hui ? Il n'y a pas qu'une question de rémunération, il y a un ensemble. Tu es dans un contexte. Regarde Orange. Attends, mais ça m'intéresse, Juliette. Regarde Orange. Dans quelle situation ils sont, là ? C'est-à-dire, là, ils sont obligés d'aller chercher un gars. J'adore Jacques Aschenbroich, mais donc ils vont devoir faire passer en Assemblée Générale une résolution pour être sûr que. Parce que sinon, il va dépasser l'âge limite dans le courant de son mandat. On ne peut pas aller trouver un président d'Orange qui soit dans les âges nécessaires à se passer d'une résolution. Enfin, tu vois ? Si, je pense qu'on peut trouver un président d'Orange où tu n'aurais pas de sujet sur les résolutions et sur les âges. Et puis, très honnêtement, on avait parlé de diversité la dernière fois qu'on s'est vu. Non, mais c'est un peu dommage parce que t'as peut-être un sujet de salaire en face. T'as peut-être un sujet de salaire en face, j'en sais rien, mais en tout cas, lui fait partie. T'as pas que des questions de salaire. Orange fait partie des groupes où les rémunérations sont sous surveillance parce que l'État est un actionnaire important. Oui, mais des candidats pour devenir président du conseil d'administration d'Orange, je suis sûr qu'il y en avait un certain nombre. Et je suis sûr que tu aurais pu trouver. La question n'est pas là. Je crois vraiment qu'aujourd'hui, on ne peut pas, en tant que dirigeant, en plus, on parle accessoirement quand même, on parle de dirigeants salariés. Autour de la table, tu as aussi des gens qui ont monté leur boîte, qui ont pris des risques un peu différemment. Donc, quand on parle de dirigeants salariés, qui plus est, je pense quand même qu'il va falloir revoir Jean-Charles, ensemble. Moi, je rajouterais alors, il l'a dit un peu, Émeric, la common decency, tu sais, des anglo-saxons. À un moment, quelque chose, Rousseau aurait parlé de sens moral inné, fait dire, là, franchement, il déconne. Aussi simple que ça, tu vois, sans tomber dans 240, SMIC, etc. Les anglo-saxons sont ceux qui l'appliquent. Oui, mais c'est le concept. On parlait effectivement d'une rémunération bien plus élevée encore, évoquée ces derniers jours, celle chez Universal. Ah oui, Universal Music, donc je ne l'ai pas dit, le patron, c'est 274 millions d'euros. En même temps, il y a eu une introduction en bourse, donc, ce qui explique aussi et la création de valeur quand même. Quand il a pris Universal, ça valait 6 milliards. Et maintenant, ça vaut 55 milliards. Ouais. Moi, ma conviction sur ces sujets-là, c'est qu'on fait toujours fausse route quand on veut avoir des approches normatives. On va fixer des règles, des bornes, des choses comme ça. On se trompe, à mon avis, complètement de sujet. Ou quand on fait appel à l'éthique et la morale. Ce n'est pas le sujet.
c'est pas le sujet. Le sujet, c'est un sujet de marché. En fait, toutes ces questions de salaire sont des sujets de marché. Et ce qui est assez intéressant dans le salaire des dirigeants salariés de grands groupes, c'est que ce sont les seuls qui sont dans une position où ils extorquent en fait quelque part aux actionnaires de l'argent. Parce qu'il ne faut pas se tromper. Si Carlos Tavares n'a pas 19 millions, parce que c'est 19 millions cash based et le reste c'est de l'action. Et s'il n'a pas 19 millions, s'il n'a que 4, les 15, ils vont aller en dividende. Ils vont aller à la richesse dans l'entreprise, qu'elle soit distribuée sous forme de dividende ou qu'elle soit maintenue dans l'entreprise. Donc en fait, c'est une bagarre entre deux intérêts qui ne sont pas du tout les salariés et le reste des salariés. Les salariés, ils ne vont pas récupérer les 15 millions d'euros si, dans l'exemple que je donnais, si Tavares avait que 4 au lieu de 19. Donc en fait, c'est une bagarre entre actionnaires et salariés. Donc pour moi, ce qui est important là-dedans, c'est de voir est-ce que c'est un marché qui se passe, qui s'établit, qui se forme de manière à peu près normale ou pas. Et ça, je trouve un des meilleurs exemples pour moi, c'est les entreprises qui sont en fait la propriété d'actionnaires, c'est-à-dire qui sont contrôlés. Je prends un exemple qui est très connu, parce que c'était souvent le dirigeant le mieux payé en France, Dassault, le groupe Dassault Systèmes et Dassault Aviation. On ne peut pas dire que l'actionnaire a envie de faire un cadeau, enfin il n'est pas irrationnel, il n'a pas envie de payer Bernard Charlès, par exemple, un salaire extraordinaire. C'est tous les ans le PDG français le mieux payé. Il est très bien payé, donc après, sauf à penser que Dassault veut l'entretenir ou veut lui faire une fortune, c'est qu'il considère que c'est ce qu'il faut pour le garder et le motiver. Et donc pour moi, c'est comme ça que ça s'établit. C'est vraiment ce rapport de force d'un marché. Comme il y a d'autres marchés, malheureusement, il y a des marchés de salariés qui sont très déséquilibrés, où il y a beaucoup plus de gens qui veulent travailler dans ce métier-là que de gens qui veulent les payer, donc ils sont mal payés. Et puis il y a des métiers, d'ailleurs il y a aussi les métiers de banque d'affaires, de banque de marché, où les salariés ont un rapport de force également et négocient des salaires très élevés par rapport aux Il y a ce qu'on appelle en économie... Attends, parce que je comprends, mais il y a ce qu'on appelle en économie l'échelle de perroquet. C'est-à-dire, quand tu plonges au cœur de l'affaire Ghosn, c'est tout ça, en fait, qui fait exploser l'alliance. L'échelle de perroquet, attends, je l'explique juste d'un mot, c'est qu'en fait, la seule référence de l'échelle, c'est le niveau au-dessus ou le niveau en dessous. Absolument pas la valeur dégagée, finalement, par... C'est une question de valeur, encore une fois, c'est une question de marché. C'est-à-dire que tu peux être... c'est une question de... Mais oui, mais ça devient irrationnel à un moment. Les échelles de perroquet deviennent irrationnelles. Non, pas forcément, parce que qui empêche une boîte, je reprends mon exemple de Dassault, qui empêche Dassault d'aller recruter un gars qui est un super bon ingénieur, qui va faire le job, à 500 000 euros. Le fait est que ça ne va pas le faire parce qu'il n'y aura pas dans le CV, dans la chose, l'envie d'y aller. Et puis il y a des problèmes d'attractivité et d'autres métiers. Il ne faut pas croire qu'il n'y ait que patron d'un groupe coté comme métier pour ces gens-là. Être dans une banque d'affaires aujourd'hui, non cotée, qui fait des fusions-acquisitions, être avocat conseil dans des plus gros cabinets d'affaires, c'est des métiers qui parfois vont rapporter plus que PDG d'une boîte cotée. C'est des métiers qui sont aussi en concurrence avec ces métiers-là et ces fonctions-là. Okay. Et donc, il y a une attraction et une possibilité de dévier vers d'autres métiers les gens que tu voudrais avoir. Et il y a aussi cette idée d'aligner des intérêts. À un moment... Attends, je voudrais qu'Aymeric réponde. Les rémunérations qui sont données, ça a été évoqué. Le salaire de base en lui-même, il est relativement faible par rapport à l'ensemble du package. Et l'ensemble du package, c'est des choses qui sont liées à des objectifs et des résultats. C'est le cas. En fait. Et donc, on a quelque chose qui me semble plutôt vertueux. Mais non, Jean-Charles, pas quand les objectifs, par exemple, tu tombes le Covid, et tous les objectifs sont revus de fond en comble. C'est-à-dire que tu trouves toujours des critères. Moi, je suis, et là, je pense que Emma sera d'accord avec moi, je suis pour que les actionnaires aient au maximum et au mieux la parole. Encore une fois, ça ne voudra pas dire que ça change les valeurs. Donc, un say on pay qui soit... La preuve, mon cas d'assaut, ça ne voudra pas dire que ça changera les sujets. Ou LVMH, je peux prendre d'autres exemples où les dirigeants salariés mais sont donc, très bien payés. un say on pay qui soit contraignant. Mais un CNP qui soit contraignant, et surtout, en fait, tout le problème pour moi, il est en amont de ça. Il est sur le fait que les conseils d'administration sont mal composés. En fait... Oui, mais Jean-Charles, attends, repartons pas dans un... C'est au cœur du sujet, parce que sinon... Si on ne discute pas, là. Oui, mais si, parce que c'est au cœur de ton problème d'échelle de perroquet. S'il y a de l'échelle de perroquet et de la copie conforme, c'est parce que comment va faire un comité de rémunération ? Il va demander à un cabinet de dire, monsieur machin, par rapport à ses pairs, combien il est payé, combien il pourrait être payé. Et voilà comment on arrive à ces sujets-là. Si tu avais des gens qui aient une autre approche, et qui soient les représentants directs des actionnaires, avec ce qui pour moi est le vrai problème, le fait aujourd'hui que quand tu proposes un administrateur dans un groupe coté, encore une fois, ce dont on parle ne concerne que les groupes cotés, non contrôlés, donc où l'actionnaire est dilué. En fait, le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui,
c'est le DG qui, d'une certaine façon, va avoir un pouvoir considérable, direct ou indirect, pour la sélection des administrateurs qui vont être ceux qui vont être ensuite en charge de l'UG et le Jean-Charles, faut c'est là s'arrêter. où est le problème. Faut s'arrêter. Vas-y, Émeric. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, évidemment. Bah vas-y, raconte, c'est On dit, intéressant. Pour le marché, pour attirer, il faut payer 20 millions parce que le voisin elle gagne 22 millions, puis après c'est 30, puis 50. Échelle de perroquet. Ça n'a, Sur pour moi, tous les marchés. aucune justification. Et je pense qu'il faut aller plus largement que cet épisode sur Tavares. Je pense qu'il faut penser de manière beaucoup plus globale la rémunération et pas seulement des patrons. Et là, je parle de quelque chose que l'on a appliqué à notre petit niveau dans notre entreprise Sycomore. Moi, je pense que il ne s'agit pas de dire qu'il faut le payer 1 million, 2 millions, 500 000, 25 millions. Il faut que la valeur soit répartie de manière déjà transparente. Et petit aparté, je vais revenir à ça. Sur cette affaire, on parle de Tavares, mais on ne parle pas de Mike Manley qui a eu un package de départ dont on Patron de Jeep. L'ancien patron, exactement, de Jeep, qui a eu un package de départ dont on ne connaît pas le montant, parce qu'ils ne sont pas bien à l'aise avec tout ça. Donc, déjà, transparence. Deuxièmement, moi, ce que je trouverais normal, c'est qu'effectivement, un patron qui réussit de manière extraordinaire, et c'est le cas de Tavares, qu'il ait une rémunération extraordinaire, fondée sur des objectifs clairs, mais dès le départ, pas au bout d'un jour. Mais c'est le cas en l'occurrence, Émeric. Mais c'est ça qui est fou dans cette histoire, c'est le cas. Il a 60 millions, mais par contre, modération salariale pour les autres. Pour c'est les pas sérieux. autres. Donc moi, ce que je propose, c'est quelque chose de C'est ça très le simple. problème. C'est de fixer C'est une pas un règle. problème. Et c'est ce qu'on fait chez nous. C'est pas les mêmes marchés. C'est d'expliquer que la valeur créée, elle doit être répartie. On peut mettre le curseur où on veut. Nous, on l'a mis 50-50 entre les salariés et les actionnaires. On a décidé ça chez nous, en se disant pourquoi mettre un groupe devant le... Non. Mais vous êtes aussi actionnaire. Bien sûr. Donc vous êtes des deux côtés, de toute façon. Je suis actionnaire comme 95% des salariés. Ça, c'est l'autre point. Donc je pense que sur la partie rémunération, il serait utile, et dans toutes les entreprises, de mettre en place un schéma très clair de répartition de la valeur entre actionnaires et salariés. Nous, on a décidé de faire 50-50. Je ne dis pas que c'est la seule manière de procéder. On peut décider de faire différemment dans certains cas. Mais que ce soit clair. Et deuxièmement... De toute la valeur ? Concernant de toute la valeur. Alors, pour entrer dans le détail, la valeur, ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Ouais. C'est-à-dire... c'est moins que l'économie française. Donc, c'est pas très bon pour vos salariés. Parce que dans la société française, c'est 65% à peu près la valeur. La valeur qui revient aux salariés. Ce qui se passe... Grand groupe compris. Alors, c'est vrai. C'est vrai. C'est quoi la marge moyenne de l'économie française et c'est quoi la marge moyenne dans nos métiers d'asset management ? En l'occurrence, ça veut dire que les actionnaires sont mieux traités qu'en moyenne. C'est de dire qu'on traite de la même manière. Toi qui es en faveur du marché, personne n'est obligé d'aller travailler dans un secteur qui ne paye pas beaucoup s'il aime l'argent. Mais encore une fois, personne n'est obligé d'embaucher Carlos Tavares à ce prix-là. Non, mais c'est pas forcément. Fixons des règles. Donc moi, ce que je dis, c'est qu'il faudrait partager la valeur de manière équitable. Et deuxièmement, associer beaucoup plus, et c'est pas une nouvelle idée, ça fait 50 ans, les salariés à l'actionnariat. Moi, je ne connais pas d'actionnaires professionnels qui seraient contre ça, mais pas par des cadeaux, c'est-à-dire pas par des actions gratuites. Dire le gars qui arrive un jour, à un moment, eh bien, c'est à partir de là que ça compte. Alors après, on peut regarder le secteur, on peut créer des mesures correctrices, mais il faut qu'il y ait quelque chose de clair, qui soit aligné pour tout le monde. Et je pense que ce serait beaucoup plus fair pour tout le monde, et surtout, ça enlèverait les tensions, parce que les gens savent pourquoi M. Tavares. Et peut-être qu'avec un schéma comme ça, ce ne serait pas 60 millions, mais 1 milliard qu'il aurait gagné. Juliette. Peut-être. Je pense que chaque entreprise doit s'interroger sur le partage de la valeur au sein de l'entreprise. Et je pense qu'effectivement, ça c'est un sujet, parce que tu citais tout à l'heure actionnaires et dirigeants. Il ne faut pas oublier, il y a quand même les salariés. Et somme toute, la réussite de Stellantis, c'est aussi salariés. ses salariés. Je parlais actionnaires et salariés. Oui, mais quand tu as une sortie des salariés... J'ai pas en tête le nombre de salariés de Stellantis, allez, on va dire 100 000. Donc, t'enlèves les 60 millions d'euros à Tavares, tu les donnes aux 100 000 salariés, ils vont avoir 10 balles, quoi, les gars. Enfin. La question, c'est l'image qui a été projetée et vécue par ces parties constituantes de l'entreprise qui sont les salariés. Oui, mais comment ça a été vécu par eux ? Je veux dire, c'est ça quand même le cœur du sujet. Et si ce sujet-là n'est pas traité, ça ne va pas. Le code Middle Next a été modifié il y a quelques semaines en disant justement toutes les entreprises devraient s'interroger sur le partage de la valeur au sein de l'entité. Moi, je ne dis pas qu'il faut des règles identiques pour tout le monde. Bien sûr que non. Ça n'a jamais marché. Chaque entreprise est différente. En revanche, qu'il y ait cette question-là qui soit vraiment posée par le conseil d'administration, qui soit sur la table, qui est d'interroger le partage de la valeur dans son ensemble. Ça, c'est un premier point. L'autre point sur Stellantis, là où je reviens quand même un petit peu en arrière, c'est qu'il y avait une AG avant celle-là qui avait donné les orientations, justement, des rémunérations des dirigeants.
cet AG-là, pour le coup, il y avait eu un vote en faveur, je crois, à hauteur de 86% du plan tel qu'il était désigné. Si ma mémoire est bonne, dans ce qui avait été présenté, il y avait quand même des pourcentages. Donc ça veut dire que les gars n'avaient pas lu les documents, quoi. Voilà, et moi, ça, c'est un autre sujet. Voilà, mais ça, Ouais, c'est un la autre sujet démocratie que j'ai. actionnariale, C'est voilà. la démocratie Comment on actionnariale. vote et qu'est-ce qu'on a comme Tu dois pouvoir. avoir un vrai échange là-dessus, et il faut une cohérence de vote au niveau des actionnaires, parce qu'il faut effectivement qu'ils interrogent en profondeur. C'est comme les CN, etc. C'est très bien. Mais en revanche, quand on a un droit en tant qu'actionnaire sur le CN, on fait son boulot en profondeur. Et donc, tu ne peux pas avoir une politique de rémunération qui est approuvée à plus de 86%, et après, quand tu as le chiffre qui sort, ça change. Ouais. Ça me pose un problème, ça. Jean-Charles, mais pas trop long, pas Très trop long. rapide. On ne peut pas parler de morale. Sinon, pourquoi Neymar gagne 4 millions d'euros par mois? Je suis tout à fait Pourquoi d'accord des avec ça. traders vont gagner, et comment ça va être accepté dans la société, personne n'en parle. Pourquoi des traders vont gagner 10 fois plus que le salarié qui est à côté d'eux dans le même job qui fait le middle office? C'est des sujets qui sont des sujets, ça montre bien qu'en fait, il y a des compétitions de marché. Encore une fois, pourquoi les grandes banques donnent des sommes énormes aux traders? Pourquoi elles donnent des sommes énormes aux traders? Parce qu'il y a une compétition sur ce marché qui fait qu'on va mettre le package à ce niveau-là. Attends, Parfois au-delà du dirigeant. laisse-moi te dire un truc. Parfois au-delà du Laisse-moi te dire dirigeant. un truc. C'est pas de la morale. Neymar, tu sais combien de buts il marque. Le trader, tu sais exactement quel résultat il fait. Là, tu as des objectifs hyper précis. Oui, t'as mais des objectifs qui hyper sont le précis. fruit du travail du corps social de je voudrais quand même dire un l'entreprise, truc. Jean-Charles. C'est un qui problème sont de le fruit cohésion du de travail du l'entreprise. corps C'est social pas de de la morale, l'entreprise. c'est de la Mais cohésion c'est- de l'entreprise. Et alors au PSG, le mec qui ramasse des ballons, qu'est-ce qu'il fait Oui, mais c'est Dans- pas lui qui C'est fait la que cohésion Mbappé court plus d'entreprise vite. qui est remise Et en mon cause, exemple là. de la salle de marché, qu'est-ce qui Si fait les que le salariés gars... ne sont pas le- heureux, t'as un problème. Mais si le salarié... Mais qui dit qu'ils sont pas heureux? Ils l'ont contesté. Ils ont Ah bon tous contesté Bah, la les rémunération. syndicats de salariale. salariés. les syndicats. Les syndicats, il y a eu quoi? Il y a eu une grève? Il y a eu une Faut pas grève mélanger pour ça? des Je crois pas. professions artistiques, Ouais, non. divertissements Mais- qui font rêver les gens, c'est Mais comme c'est ça. pas- mais non, Et si. Bon, attends, allez. Ça veut dire qu'il y a Neymar pas de gagne norme. 4 millions. Qu'est-ce que tu voulais dire, quotidien. Jean-Charles? Et la C'est pas cohésion normal. Je sociale, reviens c'est deux choses différentes. mais non, ça c'est vraiment le discours justement de la contestation du capitalisme. Alors, j'accepte pas Ah non. Alors là- qu'un prix fixé librement, j'accepte pas qu'un prix fixé librement par des acteurs libres soit toléré. Bah, pourtant, il est le cas. Encore une fois, je reviens à mon trader qui a 10 millions par an. Il a gagné 10 millions d'euros par an, alors que le gars du middle office s'est payé 60 000 euros. Bah voilà, c'est comme ça. Et pourtant, il travaille à 20 mètres d'écart. Et on peut dire que si on tient le discours, le gars du middle office, il contribue d'une certaine façon à ce que la banque, elle existe, etc. Bon, et ben c'est comme ça. Il y a eu des marchés différents qui vont fixer des prix différents. Si on n'est pas content, on peut très bien aller voir ailleurs ou faire autre chose. Va au fait, Jean-Charles. Deuxième chose, c'est l'univers dont on parle. À chaque fois qu'on parle de cet univers-là, les entreprises cotées. C'est l'univers le plus transparent, celui qui donne Ça, c'est le vrai. plus de détails de tous les univers. Encore une fois, je reviens sur mon exemple. Les banques d'affaires, les cabinets d'avocats d'affaires, vous savez absolument pas ce qui se passe. Et les gens gagnent plus que dans ces fonctions de dirigeants salariés. C'est le cas. Hedge fund, c'est le cas. Les plus grosses rémunérations aux États-Unis chaque année, c'est des dirigeants de hedge fund. Celui qui a la plus grosse part de revenus de l'activité. Et donc, Jean-Charles, Et donc, ça veut dire que cet univers-là, il est déjà super transparent, il est déjà super codé. On connaît tout de la valeur. La FEB sort chaque année une étude sur ses membres pour dire combien elle fait, quelle part revient aux salariés, quelle part revient aux actionnaires. D'ailleurs, on se rend compte que c'est quasiment comme l'économie française, c'est-à-dire que très peu revient aux actionnaires, contrairement à ce que les gens pensent. Et donc, on a quelque chose qui est plus transparent que nulle part ailleurs. Donc le reste, pour moi, sont des discours de vertu qui forcément varieront de chaque personne à chaque autre et donc seront totalement subjectifs, comme la règle des 240 ans. Pourquoi pas 500, pourquoi pas 100? Tout ça n'a pas de sens. Juliette, allez, fondé le mot sur la de- morale. Le mot de la on conclusion. va aller sur Twitter dans ce cas-là. Parce que, effectivement, ce que tu cites au niveau de la FEB, qui est cette étude qui permet de montrer la répartition de la valeur entre les salariés, les actionnaires, le poids fiscal aussi, effectivement, ça ne change pas d'une année sur l'autre. On a toujours à peu près les mêmes répartitions. Patrick Pouyanné était sorti quand il y a eu les petits sujets, justement, sur Tweet, en rappelant cette répartition de la valeur au sein du groupe Total. La question, je crois, c'est pas... Il y a plusieurs sujets. Il y a la question de la transparence. La question de la transparence, effectivement, il faut faire attention parce que la transparence, elle est venue en 2001 avec la loi NRE et on se rend compte qu'il y a quand même eu un certain nombre de salaires qui, à partir du moment où c'était transparent, on était capable de se comparer et donc il y a eu des évolutions un petit peu vers le haut en titre de benchmark. Échelle de perroquet. Échelle de perroquet. Donc la transparence, c'est bien, mais la transparence, il y a aussi la question de la responsabilité des dirigeants par rapport à ce système de l'entreprise. Et on rentre dans un monde, on vient d'avoir le Covid, c'était compliqué, on rentre dans un monde qui est encore plus compliqué au niveau des entreprises à l'export. Ce n'est pas un sujet Tu es moral. forcé de regarder les attentes des gens. Bon, Tu leur parles pouvoir Il n'y a d'achat. que les Juliette, actionnaires, on a tout dit. Il y a que Je crois les qu'on a actionnaires tout qui ont- il y a que les actionnaires qui ont le droit Allez. de décider. Et s'ils ne sont pas contents, Les gars. ils aient le pouvoir de le faire. les amis, je crois qu'on a tout dit sur le sujet. Moi, ce qui me passionne à chaque fois, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup
des sujets où, on va dire, dans notre sphère d'économie de marché, justement, quand tu dis à Emery qui conteste le capitalisme, mais puis quoi encore? Et il n'y en a pas beaucoup des sujets. Et là, on est vraiment sur un terrain d'affrontement profond. Ouais. C'est super intéressant. Juste, Juliette, tu l'as dit d'un mot, mais donc il y a la saison des assemblées générales qui bat son plein, comme on dit. Multiplication des SEON, effectivement. Moi, j'ai discuté avec des secrétaires généraux de grandes boîtes, là. Quand même, ça commence à... Pardon, je vais employer un terme, parce que j'allais dire ça les inquiète, mais non, c'est pas que ça les inquiète. Ils commencent à en avoir par-dessus la tête, quoi, de l'ensemble de ces SEON. C'est-à-dire maintenant, c'est des SEON sur tout et n'importe quoi. On va avoir le SEON biodiversité, le SEON, SEON climat, le SEON gender equality, le SEON, etc. Raison d'être, etc. Tu les auras tous. Le problème du SEON, c'est quoi? C'est du temps à organiser, quoi. Enfin, tu le sais. C'est des cabinets de conseil qui vont coûter une fortune aux entreprises, ça encore. C'est du temps à organiser. Je pense qu'il y a plusieurs sujets derrière. La question primordiale sur le SEON, c'est tu vas quand même revoir l'équilibre des pouvoirs au sein de l'entreprise, parce qu'un pouvoir qui normalement appartient au conseil d'administration, là tu vas le délocaliser sur la scène de l'Assemblée générale. Tu transfères la responsabilité à l'actionnaire, ça c'est vrai. Donc ça, c'est un premier sujet. Le second sujet, c'est qu'à force de multiplier les SEON, on oublie qu'il y a des trucs qui sont vachement bien, des super outils, par exemple poser des questions écrites et avoir des réponses, et faire son job d'actionnaire et interroger tout ce qu'il y a dans le contenu de l'entreprise. Et le fait de faire un focus comme ça, effectivement, un jour, tu auras le SEON raison d'être suite à Orpea, c'est ridicule, c'est pas sain. Moi, je préfère un SEON qui a un vote consultatif, qui intervient sur un sujet, une année donnée, qui fait sens. Et par exemple, Orpea. Tu aurais un SEON governance cette année, en disant... On a eu la crise de gouvernance. Comment est-ce qu'on l'a... On s'est remis d'équerre. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord, vous autres actionnaires, sur ce sujet majeur qui nous a traversé cette année? Je trouve ça très sain. Avoir des SEON sur toutes les thématiques, tu vas en avoir 15. Et si c'est récurrent chaque année, effectivement, on va perdre de ça. Alors, il y a un avantage au SEON derrière, c'est de montrer qu'il y a des actionnaires qui, effectivement, se saisissent d'enjeux primordiaux de l'ESG. Et donc, ça, c'est très bien qu'ils fassent leur job, mais il faut peut-être repenser les outils pour ne pas transformer l'Assemblée générale en un vote approbatif de SEON. Alors que tout ça, c'est quoi? C'est quelle stratégie? Mais bien sûr, ça relève du conseil d'administration à un moment. Tout à fait. Et donc ça, je trouve. Mais tu sais, dans son rapport commandé par Bruno Le Maire pour Paris Europlace, Yves Perrier, donc le patron d'Amundi, veut un SEON climate généralisé. Toutes les assemblées générales se prononcent sur le... On en revient au sujet de la problématique AG conseil. Le vrai sujet, c'est qu'on ne peut pas faire tout en AG. D'ailleurs, la preuve, c'est pour ça que beaucoup de pays ont choisi des votes consultatifs, parce qu'en fait, juridiquement, c'est très compliqué de revenir en arrière et d'être cohérent dans le temps en plus, parce que l'AG, elle peut voter une année blanc, une année noire, et donc c'est pas cohérent. Donc c'est très compliqué à gérer, et elle n'est pas au quotidien. Et donc pour moi, le gros sujet de gouvernance, il y en a un, et j'en concède pas beaucoup, mais s'il y en a qu'un qui est vraiment central, c'est comment les actionnaires ont plus de poids pour la composition du conseil d'administration. C'est ça qui est central au quotidien. Aymeric, un mot là-dessus? Alors, je suis entièrement d'accord avec vous. Bravo. Et effectivement, dire que ça coûte cher, que c'est du travail, faut arrêter, parce que dans les grands groupes, il y a du monde et on n'est pas obligé de faire appel à un cabinet de conseil à tort et à travers. Ça, c'est quelque chose, franchement... Alors, est-ce que ça prend du temps? Oui. Mais la direction que l'on prend, et là, je pense qu'il y a deux éléments, enfin, ça a été déjà cité. Le premier, c'est qu'effectivement, il faut que le conseil d'administration soit plus indépendant du management, parce qu'en pratique, le management, c'est normal qu'il dirige la boîte au quotidien, mais c'est pas normal qu'il ait tous les pouvoirs. Ah non. C'est pas normal, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc il faut, j'aime pas dire il faut que, c'est un peu facile, mais ce qui est souhaitable, c'est d'avoir un conseil d'administration qui est plus indépendant, et ensuite des actionnaires qui décident vraiment. Alors aujourd'hui, on met sur le devant de la scène les SEON, mais la biodiversité, c'est important, le gender equality, c'est important, le climat, c'est important, la gouvernance, c'est important. Il y a 20 ans, on est suffisamment âgé pour faire ce métier depuis quelques années, on parlait pas de tout ça. Et c'est pas des vœux pieux que dire que ce sont des sujets importants et que ça doit faire partie du quotidien de l'entreprise. Aujourd'hui, ça prend du temps. Il y en a que ça agace un peu. Non, mais quelle capacité? Alors vous, à la limite, tu vas me dire, mais quelle capacité d'expertise? Quelle capacité d'expertise ont aujourd'hui
les gestionnaires d'actifs, sur l'ensemble des questions maintenant qui sont soumises à l'entreprise, y compris, j'en sais rien, on va avoir des séances géopolitiques maintenant qui vont débarquer. Ça fait partie du job d'actionnaire, d'avoir un avis et je ne dis pas qu'on sait tout, mais au moins de s'intéresser à ces sujets. Moi, je prends l'exemple que je connais qui est ma société Sycomore. Ça fait des années qu'on a une équipe et on est petit. Je sais. On a une équipe qui passe son temps à décortiquer les résolutions. Alors, on ne fait pas ça tout seul. On est appuyé sur ISS. On n'est pas toujours d'accord avec ISS. C'est le problème. On a notre politique de vote. On a le droit d'avoir des opinions différentes. Mais on y consacre du temps. On progresse. On a un débat avec les entreprises. Évidemment, on est bien d'accord. Le capitalisme, je suis 100% pour le capitalisme. Mais on est pour le dialogue avec les entreprises. On n'est pas là pour dire vous êtes les grands méchants loups. On soutient à fond ces entreprises. Mais parfois, il y a des comportements qui ne nous conviennent pas. On en parle avec eux. On essaye de faire avancer les choses. Et c'est ça le travail d'actionnaire. Ça me paraît évident. On marque une pause. On repart les amis. Aymeric, j'ai encore une question, enfin j'en ai plusieurs d'ailleurs, peut-être rester là-dessus pendant toute l'heure. Toi en tant qu'investisseur, donc l'histoire de Société Générale en Russie, c'est quand même à mon avis sans précédent, enfin je sais pas, mais cette idée que si tu prends BNP Paribas, les sanctions, etc., à un moment, tu as un ordre juridique qui s'impose à toi, ou alors un ordre financier qui s'impose à toi, qui amène l'entreprise à prendre des décisions. Là, c'est pas dans le cadre des sanctions, donc c'est à un moment un ordre géopolitique qui s'est imposé à la Société Générale et qui donc l'a amené à vendre très vite et avec sans doute des pertes importantes, on verra bien, 2-3 milliards au moins, sa filiale en Russie. Tout le monde pense à ce qui pourrait se passer en Chine. Et est-ce que toi, investisseur aujourd'hui, tu vas regarder la qualité des actifs en Chine, des entreprises dans lesquelles tu investis, en te disant, si ça se trouve dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, ils seront obligés de les brader pour sortir à toute vitesse de Chine? Ça, c'est vraiment une question très délicate parce que vérifier la qualité des actifs, c'est notre travail d'investisseur au quotidien. Et c'est vrai que ce n'est pas aussi facile de le faire en France, aux États-Unis, en Russie et en Chine, évidemment. D'où le fait que y a des décotes qui s'appliquent sur les multiples d'activités qui se situent dans ces pays. Mais je dirais que sur l'exemple Société Générale, et ça, on a pu en parler aussi avec l'exemple Renault assez récemment, où Renault a annoncé sortir. Et là-dessus, j'avoue que j'ai une position qui est assez nuancée. Parce que, évidemment, qu'il s'agit de respecter les sanctions, ça c'est pas un débat, c'est la géopolitique et la passe avant, décide pour les entreprises. Donc s'il y a des sanctions, il faut les appliquer. Mais ensuite, même s'il n'y a pas de sanctions, faut-il sortir de manière rapide, voire précipitée d'un pays? Et ça me paraît malheureusement être une réponse simpliste à un problème compliqué, parce que d'une part, pour moi, le seul critère qui compte, c'est on veut sanctionner le régime, en l'occurrence russe, et essayer de tout faire pour que cette guerre s'arrête. Mais en pratique, on va sanctionner la population russe si on arrête les activités. Et c'est pas ça qu'on veut faire. Donc je pense que ça dépend vraiment de type de biens et services. Et ensuite, le fait de sortir d'un pays, qu'est-ce qu'il y a comme acheteur? En fait, en pratique, il y a un oligarque qui va s'enrichir encore plus à bon compte. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui va se passer avec l'ADA, Avtovaz. Je ne connais pas le prix de vente des actifs de la Société Générale, mais je pense que, évidemment... Et donc, c'est probablement contre-productif. Alors, je ne dis pas qu'il ne fallait pas le faire, je dis que c'est vraiment au cas par cas, et qu'à mon sens, il faut prendre son temps, parce que ça risque de conduire à des effets inverses de ceux qui sont recherchés. Oui, mais toi, il va falloir que tu regardes à un moment, j'en sais rien, telle ou telle entreprise, c'est quoi leur présence en Chine quelle est la marge opérationnelle qui tire? Quand on voit que la contribution au résultat d'Avtovaz, par exemple, pour Renault, elle est fondamentale. C'est extrêmement. Il y avait là une fragilité qui n'avait pas été identifiée. C'est pour ça que Renault, depuis le début de la crise ukrainienne, a perdu quasiment 40%, là où les constructeurs, en moyenne en Europe, ont perdu 20 ou 25%. Mais c'est normal. Juliette, un mot là-dessus, c'est très très intéressant, je trouve. Écoute, c'est effectivement... L'injonction géopolitique maintenant. L'injonction géopolitique, quand tu regardes dans l'histoire, c'est quand même des moments qui sont aussi imposés à un certain nombre d'entreprises qui ont eu des ennuis dans certains pays et où ça peut se produire en termes d'injonction géopolitique. Mais tu penses à des précédents? Oui, mais là, c'est pas les sanctions. Là, aucune sanction n'obligeait la Société Générale à sortir de Russie. Aucune. Il y avait une muraille de Chine entre Rosbank. Tout avait été mis pour sécuriser l'ensemble Société Générale, évidemment, hors de Russie.
Tu avais une muraille de Chine, l'entreprise était la banque était largement indépendante et capitalisée. Oui, mais à la place de l'entreprise, je veux dire, tu te retrouves quand même, et effectivement, les entreprises françaises là-dessus ont quand même attendu avant de commencer à prendre ce type de décision, et pour des justes raisons que tu as rappelées tout à l'heure d'ailleurs, parce qu'effectivement, il y a quand même des activités derrière, une population derrière. Je veux dire, c'est faire l'équilibre et prendre la décision. 12 000 salariés. Tu sors pas, c'est quand même lourd de conséquences. Mais je crois que, vu la tournure que prennent les choses aujourd'hui, il y a un moment, effectivement, tu prends ton risque en te disant quelles seront les conséquences aussi si je ne sors pas. C'est ce qui s'est passé. Et donc, c'est une prise de risque globale. Et ça va être comme d'habitude. On se reposera la question dans 5 ans en disant quelle entreprise a eu raison de sortir, de ne pas sortir, soit avant que ça empire, soit avant que... Donc, tout ça me choque pas. On a beaucoup lu le fait qu'effectivement, on se conforte, que l'entreprise se mettait à avoir un rôle politique là-dessus. Oui. Est-ce que c'est vraiment un rôle politique stricto sensu, ou est-ce que c'est pas plutôt une mesure de risque aussi, si ce type de décision n'est pas pris maintenant, faudra le repasser à la moulinette dans 5 ans. Hein. Je comprends. Jean-Charles ? Je crois que c'est exactement ça. C'est-à-dire que le sujet ne doit pas être pour l'entreprise de faire de la politique. C'est absolument pas son job de mon point de vue. Business of business is business. Mais en revanche, le sujet doit être la transparence sur où je suis implanté, où j'ai des actifs. Et quand j'ai des actifs dans des pays dont je peux considérer qu'ils sont... parce qu'il y a un cas extrême, mais il y a aussi des pays dans lesquels je peux me faire nationaliser à vil prix mes actifs. Donc il faut que l'actionnaire le sache. Donc ça, je dois être transparent sur où est localisée ma valeur. Et ça, je crois que c'est un effort pour moi qui est... Quand je vois certains développements de rapports annuels qui sont extrêmement longs sur des têtes d'épingle, et en général très courts sur des sujets beaucoup plus sensibles, je pense par exemple aux assurances, par exemple, un sujet qui est souvent maltraité, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas bien les couvertures de risque. Or, il y a un paradoxe, c'est que si je prends très peu d'assurance à court terme, je suis gagnant parce que j'augmente mon résultat d'exploitation, mais je fais courir des risques aux actionnaires. Donc là, on est typiquement dans un sujet comme ça où je pense qu'il faut être très transparent sur ce que je mets dans l'information à des actionnaires quand je suis une entreprise ouverte au public, avec vraiment le détail de dans tel pays j'ai tant, et à vous d'apprécier si ça vous convient ou pas. Mais sachez que voilà, j'ai ça, et que si demain ce pays me dit que en l'occurrence, mon actif vaut 1 euro, vous le savez. En l'occurrence, l'aventure russe de Société Générale était parfaitement connue, identifiée par tous les actionnaires. Donc là, je crois qu'il n'y a vraiment pas de sujet. Je pense que c'est et d'ailleurs, pour moi, c'est un calcul d'espérance mathématique. Tout ça. La voie B, je pondère les probabilités, je mets des valeurs à chacun des deux nœuds de l'issue du sujet, puis je regarde combien ça fait en valeur actualisée, je choisis celle qui me semble la meilleure. Même si des investisseurs l'ont en tête, moi j'ai un exemple qui me vient, c'est il y a maintenant 8 ans, a été introduit en bourse une société qui s'appelle Tarkett. Entre-temps, ça a été racheté par la famille Tarkett, un des leaders mondiaux des revêtements de sol. Et c'était parfaitement connu qu'à peu près 40 à 50% du résultat d'exploitation venait de la CEI, donc Russie. Et c'était connu, évidemment, au moment de l'IPO. Par contre, ce qui n'était pas connu, c'est que la Russie allait envahir le Donbass et la Crimée en 2014. Et le cours de bourse de Tarkett a en gros divisé par 2 en 1 an à cause de ça. Donc même si c'est connu, le problème c'est que la géopolitique, personne ne la connaît. Mais ils avaient sanctionné Tarkett, mais pas Renault. Il n'y a pas eu sur Renault et avec les liens avec Avtovats à cette époque-là la réaction très forte qu'il y a eu. C'est pour ça que je crois qu'il faut être transparent sur où est-ce qu'on opère, qu'est-ce qu'on fait dans quel endroit, et l'investisseur prend son risque. C'est l'affaire de SodaStream qui était implanté dans les territoires occupés et qui a changé entre le coût de changer et le coût de la réputation de dire voilà j'ai des gens qui me détestent parce que je fais ça, je m'adapte. Ouais, avec cette particularité qu'une banque c'est quand même très particulier. Tu dois t'assurer, ce qu'a fait la Société Générale d'ailleurs. Alors ça enrichit un oligarque. Alors d'après ce que j'ai compris d'ailleurs, il n'est pas si proche que ça de Poutine. Il est plutôt deuxième cercle. Enfin bon voilà quoi. En l'occurrence de ce cas précis. Oui mais enfin ce cas précis, on a lu beaucoup dans la presse. Naturel. On a lu beaucoup dans la presse qu'il était vraiment du tout premier cercle et en fait on m'a dit que non, pas tant que ça. Bon. Mais peu importe, à la limite, c'est pas le sujet. Mais tu es obligé de sortir en bon ordre, quoi. Voilà, tu es obligé de respecter les clients qui financent la banque.
Alors, juste, mais je ne sais pas si Elon Musk et Twitter, là, ça vous intéresse. Ça t'intéresse, Jean-Charles? Vas-y. Le roman. Tu adores, en plus, tu adores. Alors, allez suivre Jean-Charles sur Twitter, c'est formidable. Non, mais j'adore Une utilisation remarquable de Twitter, Jean-Charles, je tiens à le dire d'ailleurs. Non, mais c'est vrai. J'adore ce que dit Musk en l'espèce. Il se dit, voilà, moi, ce board ne représente plus l'intérêt des actionnaires. Et donc, il y a un problème. Mais pourquoi? Comment tu le sais? Parce qu'ils ne tiennent pas compte de l'avis d'actionnaires majeurs, dont lui. Dont moi. Mais oui, mais... Ben non. Oui, mais c'est un dérèglement total. Non, mais c'est pas, ça doit être aux actionnaires de se prononcer. Et donc, c'est pour ça que moi, je suis contre toutes les poison pills, comme la plupart des en général, des investisseurs le sont. C'est-à-dire qu'il ne faut pas bloquer l'issue d'une offre qui est faite par une entreprise extérieure pour le rachat. Il faut que ce soit les actionnaires et eux seuls qui se prononcent. Et là-dedans, que le management dise, écoutez, moi je vous donne mon information et éventuellement mon point de vue, mais je vous donne l'information, mais je ne fais pas d'action qui empêche ça alors que je n'ai pas consulté les actionnaires. C'est aux actionnaires de se prononcer. Moi je vois plein de cas, j'en pense à un, parce que tu m'y as fait penser tout à l'heure, d'une entreprise qui aurait dû accepter une offre de mon point de vue, qui ne l'a pas fait, elle a fait perdre de la valeur à ses actionnaires qui n'ont jamais eu l'occasion de se prononcer. À qui tu penses? Je pense à une entreprise de réassurance. Il y en a eu d'autres. Et donc là, c'est les égos des dirigeants qui viennent se mettre en porte-à-faux. Pas de jugement de valeur, mais moi je l'ai dit par exemple, pour un cas où je l'ai dit publiquement sur Faber et Danone. Moi, ce n'est pas au dirigeant. Il peut donner encore une fois son avis, parce qu'il est évidemment directement concerné, et dire voilà, moi je suis pas, je sens qu'il y a des menaces ou des gens qui m'attaquent et qui veulent autre chose. Ce n'est pas au dirigeant de faire obstacle, puisque je parle pas du tout de la façon dont s'est passée la fin de son mandat. Je parle de tout ce qui a été fait pour à un moment dire que l'État français découragerait une action contre d'actionnaires étrangers, d'investisseurs étrangers. Ben ça, je trouve ça pas normal. Je trouve que vraiment, il faut laisser. C'est pas parce que, et dans l'occurrence, c'était d'ailleurs plutôt la famille fondatrice. Personne n'incarne. Mais oui, mais là, t'as un gars. Personne n'incarne l'entreprise. Vas-y, Juliette. C'est aux actionnaires de se prononcer sur la création de valeur que représente un nouveau projet. Ça ne veut pas dire que le prix est le seul jugement. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais c'est un jugement et c'est eux seuls qui doivent pouvoir se prononcer. Il ne faut pas que quelqu'un qui n'est rien dans l'actionnariat ou très peu bloque une possibilité. Alors, je voudrais juste. Et je te donne la parole évidemment, Juliette. Juste donc dire, donc Elon Musk a lancé cette OPA sur Twitter à 43 milliards de dollars. D'ores et déjà, alors il y a le fonds souverain d'Arabie Saoudite qui est, ça c'est pour moi un paradoxe incroyable. C'est Al-Walid. C'est Al-Walid, voilà, qui est donc actionnaire, qui a d'ores et déjà dit que, à son avis, ça n'était pas assez. Ça c'est normal, c'est la négo qui commence, c'est une OPA. Ça c'est totalement normal. Et donc il y a effectivement une pilule empoisonnée. Alors là, j'ai besoin, mais cours de votre expertise. Si un actionnaire dépasse les 15% du capital, il est automatiquement dilué. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les autres actionnaires, on leur donne des quasi-actions gratuites. Enfin, ces voix vont pas pouvoir monter. D'accord. Vont pas pouvoir monter. Il ne peut pas monter au-dessus de 15%. Voilà, il va être plafonné à ce niveau-là dans les voix du Conseil. Donc en relatif, il perd des voix. Mais c'est légal, ça? C'est tout à fait légal. Il suffit de le. En droit américain, c'est légal. Même de résolutions qui peuvent être votées. Alors, en général, ça se voit, mais en loose day par des assemblées générales. Ouais, si les actionnaires ne sont pas attentifs, ça paraît énorme, mais ça me paraît incroyable. En droit américain, c'est légal. En droit français, ça ne le serait pas. Mais en droit français, on ferait des actions, des votes doubles pour certains actionnaires. Et sur le durée on vote systématiquement contre ce genre de résolutions qui sont beaucoup moins fréquentes aujourd'hui qu'il y a quelques années. Ouais, voilà, il y a une dizaine d'années, c'était quasiment à chaque AG, il y avait ça passait en page 58 du booklet. Aujourd'hui, c'est un petit peu moins fréquent parce que Montebourg avait facilité la vote de ces résolutions. Montebourg et Emmanuel Macron. Le tout début de l'origine de l'explosion de Carlos Ghosn, c'est bien dans le moment où Emmanuel Macron se fait prêter, je crois que c'est la Deutsche Bank qui lui avait prêté des actions pour que l'État ait plus de voix. Voilà, il ait plus de voix en Assemblée Générale pour faire passer les droits de vote double. Juliette, un avis là-dessus, sur cette offensive? Je ne rien sur les droits de vote double. Si bon, d'accord. Que stratégie long terme, voilà. Donc je peux comprendre certaines choses sur les droits de vote double. En revanche, pour Elon Musk, il y a une petite sortie de l'ancien patron de la SEC qui a dit qu'il mettait un F au conseil d'administration de Twitter. On peut comprendre la remarque. Un F, mais tu veux dire un F? Non, parce qu'en anglais, un F, ça... F. Ah oui, d'accord. Ce qui veut dire la même chose. Oui, mais ce qui veut dire un peu la même chose, en fait. D'accord. La notation la pire. Voilà. Ok, ça veut dire 0. La notation la pire. Donc, effectivement, la question peut se poser comme ça. Et puis, en plus, ce qui est amusant, c'est quand tu fais un petit peu l'historique du dossier, sauf erreur de ma part, on lui avait proposé de rentrer au board.
Il avait dit oui, il avait fait un super tweet pour dire « Ah oui, j'arrive ». Oui, puis Quand ensuite il il s'est a dit rendu non. compte qu'il était plafonné à 15%, il a dit « Ah bah finalement, non, finalement, je veux pas devenir board member, votre truc, ça m'intéresse moins ». Non, il n'avait pas lancé son OPA encore à ce moment-là. Il avait était pas juste monté au commencé, capital. voilà. Voilà. Et puis là, en plus, je veux dire, la pilule empoisonnée, c'est très bien, mais de toute manière, il a déjà annoncé en disant « Attendez, si c'est une question de montant, j'irai au-delà, et puis j'ai d'autres plans ». Donc, tu as juste l'impression d'une course à l'échalote sur un truc qui, de toute manière, va se produire. Le vrai sujet de fond sur Twitter, c'est quoi ? Parce qu'en plus, il a fait des sondages pour montrer que les autres actionnaires, majoritairement, rejoignaient sa position à lui. Le vrai sujet, c'est qu'il s'est quand même posé, pour le coup, on parlait politique à entreprise tout à l'heure, il s'est posé en défenseur de la liberté d'expression. Ouais. Et donc, tu vas avoir un actionnaire à 100% pour défendre la liberté d'expression. Donc tu comprends qu'il y a des ONG qui râlent là-dessus. Mais après, c'est le jeu de l'actionnariat. Il s'en fait le champion, justement. En l'espèce, le projet, d'ailleurs, c'est d'ailleurs pour ça que, d'ailleurs, y compris Jack Dorsey s'est exprimé contre l'équipe actuelle. Jack Dorsey, parce que c'est le créateur de Twitter. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est justement un moment de parole publique, puisque un des sujets, justement, n'est pas que le prix. D'ailleurs, moi, je me fous de la rationalité économique de l'opération. Tant mieux. Très bien, formidable. Mais il dit, le sujet, c'est moi, je veux être le champion et je me retrouve avec des gens qui font la police de la liberté d'expression et qui virent un président des États-Unis du réseau. Je ne suis pas pour ça, je suis pour que tout le monde puisse s'exprimer. C'est un débat pour le coup, sur la raison d'être vraiment de Twitter. Qu'est-ce que Twitter doit être ? Jean-Charles, business of business is business. Donc, alors, pour rappeler, éditorial de Milton Friedman, ce qu'on a appelé le consensus de Washington, etc. et tout. Mais quand aujourd'hui, tu as des fortunes à ce point considérables, on en parlait la semaine dernière avec la course à l'espace, où Jeff Bezos, tranquillement, il peut dire « j'ai pas envie de filer mes satellites à Elon Musk, je les file à Ariane, ça va me coûter plus cher, mais en fait, je m'en fous ». Des fortunes à ce point considérables, qui sont capables de racheter une boîte, ça va se finir à 50 milliards de dollars, sans se soucier de la rentabilité de l'opération, on n'a jamais vu ça. Oui, mais c'est un peu exceptionnel, c'est-à-dire on verra. Il y a un sujet. Il peut le faire. Moi, je pense qu'il y a un sujet dans notre capitalisme quand même. Non, le sujet qu'on a et qui est en amont de tout ça, c'est comment se fait-il qu'il n'y ait pas plus de concurrence qui empêche en fait la constitution de situations telles que celle-là. Et en fait, le vrai problème, et d'ailleurs sur les États-Unis, c'est parce que ton consensus de Washington déconne à un moment, justement. Parce que justement, au contraire, au cœur logiquement du capitalisme, la mission centrale de l'État, ça doit être d'assurer la concurrence maximale et la plus proche de la pure et parfaite. Tu as lu le bouquin de Thomas Philippon. Exactement. Donc voilà. Tu sais, tu as... Ah non, mais il faut donner la réponse aux gens. Oui, bien sûr. La réponse, c'est le financement des campagnes électorales, en fait. Oui, exactement. La réponse, c'est qu'à un moment, ces gens-là se sont créés des situations de rente. Exactement. Et en finançant les campagnes électorales, s'achètent une protection suprême contre la régulation. Et pas dans les manques russes. Et en l'occurrence, les GAFAM, effectivement, sont pour moi des situations qui ont une certaine anormalité, puisque bien en amont, un État soucieux de la qualité de l'équilibre de marché, aurait dû intervenir pour empêcher un certain nombre de constitutions. Que Facebook ait pu acheter Instagram et WhatsApp, c'est pas normal. C'est une situation anormale, typique, que iOS soit pas ouvert à la concurrence. C'est une situation anormale. Et il y en a plein d'autres comme ça. Good. Effectivement, l'aspect, le rôle effectivement de l'État est d'organiser quand même la concurrence. Si vraiment, il y a l'exemple Standard Oil il y a 120 ans. Et puis l'autre, quand tu dis qu'il n'y a jamais eu de fortune aussi considérable dans l'histoire de l'humanité, c'est vrai. Et je pense aussi, c'est qu'il n'y a jamais eu autant d'inégalités de répartition de la richesse mondiale. Et là, c'est aussi... C'est pas vrai, on est plutôt même à une phase, au contraire, bien inférieure au XIXe siècle. Enfin, bien inférieur au 19e siècle. En tout cas... Non, parlons de post-45, quoi. Voilà. De l'époque des 100 dernières consensus années, de Washington. Et là, je pense que la responsabilité des investisseurs est en cause parce que c'est une bulle. Et si Elon Musk, qui par ailleurs est quelqu'un d'absolument génial, est aussi riche, c'est parce que les investisseurs sont capables d'acheter Tesla et de valoriser Tesla à 1000 milliards de dollars. On verra ce que ça donne. Il est bien parti quand même. 1 million de véhicules, là. Non, mais il est bien parti. Il est plus que bien parti. Mais est-ce que ça vaut aussi cher que ça ? C'est la question que je pose. Ouais. Et on sait tous que les 10 plus grandes capitalisations, à un moment donné, 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, ça a bougé. Ce qui va être le sujet, d'ailleurs, qui va devenir quand même un tout petit peu intéressant, c'est que s'il va au bout de cette histoire, il va être obligé de faire un petit peu de voltige financière, parce qu'il ne peut pas larguer 50 milliards de dollars d'actions Tesla, comme ça, du jour au lendemain, sans déstabiliser profondément sa propre entreprise. Donc il va falloir qu'il aille emprunter sur le cours de Tesla.
Et là, alors, la boucle de la gouvernance, elle est bouclée quand même. Hein. Là, tu te retrouves avec des conflits d'intérêts entre mon endettement personnel, l'objet social de l'entreprise, le cours de bourse. Mais l'avantage, c'est qu'on le saura pas. Il va avoir besoin de toi. Tu vas faire des... Non, il est au Texas maintenant, lui, c'est ça. Il est au Texas, parti s'installer au Texas. qui devient un État communiste, dit-il. C'est un libertarien, comme beaucoup de grands patrons de la tech. C'est bien, on a fait le tour de tous les sujets de gouvernance, je crois. Non, je voulais juste vous... Ah oui, parce que quand même, je voulais juste vous rajouter ça. Il se trouve que Médiamétrie, j'ai vu ça et j'ai été très surpris. Parce que je ne suis pas ça, je dois vous dire. Et Facebook, ça reste quand même Facebook, quoi, on dira ce qu'on veut. Hein. Donc en France, 21 millions d'utilisateurs quotidiens. Putain, moi j'ai fait un peu de médias. 21 millions d'utilisateurs quotidiens. Il n'y a pas d'équivalent. Pas d'équivalent. Derrière, donc c'est Insta, 15 millions. Alors ça doit se recouper, je ne pense pas qu'on puisse les additionner. Snap, 18 millions. TikTok, 8 millions. Et Twitter, 5,3 millions. Ça prouve qu'il y a quelque chose quand même sur ce réseau de très particulier. Une grande différence entre influence et audience. Exactement. Et effectivement, Twitter a une audience modeste et qui en plus pas, donc financièrement, c'est peut-être pas une très bonne affaire. D'ailleurs, il a retweeté Musk une analyse de Goldman Sachs qui donne comme cible de cours $30. Très en dessous de ce qu'il achète. Bon. Il nous reste 5 minutes pour la campagne électorale. Aymeric, qu'est-ce qui t'intéresse là? Allez, en 2 minutes, un fait saillant. Toutes les campagnes électorales sont les mêmes et malheureusement, ce sont des faux sujets qui sont mis. La retraite, c'est pas un faux sujet. Ah non, mais on parle pas de ça. On parle de McKinsey. On parle de... Moi, allez, un élément. Vas-y. Je sais qu'on n'est pas ici pour parler de politique et je ne vais pas parler de politique. Mais t'as le droit. Mais j'ai envie de dire, parlons de choses crédibles et j'invite, voilà ce que j'ai envie de dire ce matin, ce soir, j'invite à lire la tribune de Jean Tirole qui montre point par point l'escroquerie qui est le programme économique de Marine Le Pen. Et quand je dis ça, c'est que ce programme, il sera néfaste pour les plus fragiles et il est plein de démagogie, il n'est pas financé, il sous-estime les dépenses et il surestime les recettes. Et en tout cas, c'est un très bon article de Jean Tirole qui montre qu'on peut s'intéresser au fond des choses et pas simplement dire aux gens « Est-ce que vous voulez gagner plus ?» Bien sûr que tout le monde veut gagner plus, mais qu'est-ce qu'on fait dans le réel? Et Jean Tirole, prix Nobel d'économie, je pense, mérite d'être écouté. Non, mais c'est intéressant parce qu'il y a eu quand même un tir de barrage, quoi. Alors, j'ai lu que Marine Le Pen elle-même avait été surprise, finalement, par ce qui s'est déclenché. Elle avait passé une campagne de premier tour assez tranquille avec ses chats. Personne ne venait trop la chercher sur les démontages d'éoliennes. Et puis, tout à coup, là, c'est parti, quoi. Et là, c'est vrai qu'il y a un tir de barrage. Les Échos en font 4 pages par jour. Enfin, voilà, c'est impressionnant. Juliette, qu'est-ce qui t'intéresse, là? Allez voter. Allez voter. Non, mais je sais pas. Allez voter. Non, c'est vrai qu'on est pris par le temps, donc je vous... Premier week-end des semaines. Non, mais... C'est horrible. Allez voter. Parce que Jean Tirole, etc. Mais... Il faudra quand même se pencher sur le système. Pourquoi on en est là? Parce que la vraie raison, pour moi, le vrai sujet, Fondapol disait, on est à près de 70% d'attitude protestataire si j'additionne l'abstention, les blancs, les nuls et les votes populistes. Donc sur 70% des inscrits avec une attitude protestataire et 58% des exprimés avec un vote populiste. Donc il faudrait quand même s'interroger. Et c'est intéressant ce qu'il le montre sur l'histoire des élections en montrant qu'à part 2007, qui était en partie une réaction à 2002 au 21 avril pour de mobilisation, cette tendance, elle est croissante. Donc il faut s'interroger sur le sujet. Et pour moi, il y a 2 problématiques. Il y en a une qui est sous-estimée complètement. On pense que c'est un truc technique, alors que c'est central, c'est les institutions. Et on ne peut plus rester avec un régime aussi présidentiel. Ça me semble vraiment le nœud du problème. C'est-à-dire que ça fait une cristallisation, et en l'occurrence pendant ces 5 dernières années, de haine sur une personne considérée comme effectivement ayant plus de pouvoir que probablement n'importe quel autre dirigeant d'un pays démocratique. Et donc là, il y a un vrai sujet à bouger. Et le deuxième sujet, pour moi, c'est le macronisme. Évidemment, il faut qu'il survive. Il faut qu'il survive le 24 avril. En revanche, il faudrait qu'il meure dès le lendemain, parce qu'il faudrait vraiment recréer une alternance potentielle entre forces de gouvernement. Et s'il n'y a pas cette alternance potentielle entre forces de gouvernement, forcément, il n'y a plus qu'une seule force de gouvernement. Et donc, il y a une montée
et une collusion des haines et des anti-systèmes contre cette seule force qui un jour perdra forcément si on en reste là. Éditorial très intéressant là-dessus dans le Figaro ce matin. Je ne sais pas si tu l'as lu, Oui, Jean-Charles, mais Mélenchon, effectivement. mais effectivement Ah non, alors il y a le côté Mélenchon, oui. mais il y a aussi un éditorial sur effectivement cette idée qu'on va se retrouver avec un bloc monolithique si une grande partie de LR passe du côté de Macron, etc. Pourquoi la France en est là? Et là, ça va être un vrai sujet parce que tout va se jouer en dehors de l'Assemblée. Pourquoi la France en est là? Pardon, excuse-moi. Non, mais en fait, là où tu as complètement raison, je veux dire, on parlait de gouvernance tout à l'heure. Le CEON, le vrai sujet, c'est d'analyser les résultats des votes derrière. C'est de comprendre où ça va. Pourquoi on ne fait pas la même chose en termes d'élection? Il faut analyser. Il est Effectivement, en on a un train de vrai le problème faire, là. là-dessus. Il est en train de le faire. En ce Tu ne crois moment, pas, Juliette, ça va là, être la il semaine multiplie d'après. les promesses. Ça va Il est en être train Oui, mais après. ça ne me semble pas la bonne logique. La question, c'est que si c'est pour donner des gages aux Mélenchonistes, ça ne me semble pas nécessairement mieux. Le vrai sujet, c'est pourquoi on en est là dans le rejet des forces du cercle de la raison, Ouais. pour reprendre l'expression de Marc. En fait, on en est là, alors même que les résultats ne l'expliquent pas. Les résultats économiques et sociaux ne C'est l'expliquent ça pas. qui est fou. On est le seul pays à avoir eu un mouvement comme les Gilets jaunes, d'une violence et d'une ampleur et d'une durée comme celui-là, alors qu'on n'est pas du tout le pays ni le plus inégalitaire, ni le plus au mal en point, loin de là. Pourquoi l'Italie, à ce moment-là, n'est pas en ébullition totale ou d'autres? Donc c'est totalement anormal au vu de ces résultats économiques et sociaux de ce quinquennat. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il faut aller aux racines politiques, institutionnelles et sociétales de ça. cela. Raison, c'est extrêmement grave qu'il y ait finalement plus d'opposition au macronisme, à part des partis qui ne sont pas des partis. Et ça, c'est extrêmement grave. Les causes sont complexes, multiples, mais je pense qu'il y a un responsable, entre autres, qui sont les politiques eux-mêmes. Moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment choqué au cours de ces 5 dernières années, c'est de voir tous les dirigeants de LR tirer à boulet rouge, matin et soir, sur Macron, alors que 95% de ce qu'il fait est en accord avec les idées de LR. Et je pense que les gens en ont marre de ça, de se dire, mais on nous pipote en fait. Ils racontent n'importe quoi. Je trouve que c'est pas responsable et qu'il y a assez peu de dirigeants LR qui ont dit, finalement Macron, c'est pas parfait, mais en gros, il fait la politique qu'on aurait fait. Et avoir cette honnêteté de dire ça et de se concentrer sur les vrais sujets, les gens ne croient plus. Et je les comprends. Franchement, je les comprends. Moi-même, ça me Ouais, mais c'est dur. Enfin bon. Parce qu'il est au Valérie pouvoir et qu'il Pécresse, vote le pouvoir et critique systématiquement. Valérie Pécresse a le mérite immense de nous faire de nous faire réaliser ce que peut représenter l'engagement politique. Là. Si elle y aide 2 millions d'euros de sa poche, tu te dis, bon, on peut les critiquer, et à un moment, elle y est allée. Pour des bonnes, des mauvaises raisons, j'en sais rien, mais à un moment, elle y est allée. Je respecte complètement ça, je respecte ça. Et mon discours n'est pas de dire les hommes politiques sont tout. L'immense majorité des maires sont des gens qui sont dévoués, qui ne gagnent pas beaucoup d'argent et qui se débordent. Je parle de beaucoup de responsables nationaux, en particulier, je parle de LR parce que c'est flagrant, ils ont les mêmes idées que Macron, ils sont incapables de dire ce qu'il fait c'est bien, et surtout de se réinventer. Mais on voit une minute c'est fini. Voilà, pardon. On voit qu'il y a chez Macron des divergences au sein de LREM. Il y a des divergences, il y a des pôles différents. Pour moi, il faudrait rescinder ce mouvement en 2 parties, avec une partie du PS d'un côté, une partie de LR de l'autre, en 2 parties qui ont des approches différentes, une social-démocrate, une plutôt conservatrice, libérale, et qui elles peuvent alterner, où les gens comme ont un les choix démocrates entre et les républicains. Juliette, le mot de la fin. Le mot de la fin. Non. Jean-Luc Mélenchon, appelé à voter pour quelqu'un. Faut limiter l'abstention. Oh non. Tu crois que ça aurait la moindre importance? Je ne crois pas du tout. Non, je pense qu'il y a une question d'exemplarité, de responsabilité. Bon. C'est ce que tu disais. Je suis assez d'accord. J'étais ravi de discuter avec vous, madame, messieurs, et on se retrouve demain. Bonne soirée.